Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Évasion TV, votre télévision préférée. Et nous sommes dans votre émission, l'entretien qui vous parvient tous les jeudis quand il est 21h. Nous recevons donc sur ce plateau aujourd'hui M. Balamoussa Konaté. Il est ingénieur de pont et chaussée. Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kamara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie une fois. À l'entame de cette émission, M. Konaté, pourquoi, malgré tous les efforts consentis par l'État pour améliorer l'état des routes en Guinée, celles-ci restent toujours difficiles à pratiquer, quelles que soient les saisons? Bon, je vous remercie, mon frère. Je salue vos nombreux téléspectateurs. Je salue mes compatriotes. Mais d'entrée de jeu, je voudrais appuyer tous les efforts qui sont en train d'être faits en Guinée et ailleurs contre le virus Ebola. C'est pourquoi partout où je suis avec mon antibactérien. Je pense que c'est nous qui sommes plus forts. Les humains sont plus forts que ce mal virus et Ebola. nous le vaincrons. Ça, il faudrait que tous mes compatriotes se disent que, comme l'avait dit notre président, que nous devons transformer ce mal qui nous assaille en bénédiction. Je crois qu'avec ça, ça ne sera qu'un vieux souvenir. Justement, vous me demandez quelque chose que le virus ne doit pas nous empêcher de jouir, c'est-à-dire le bien-être pour le peuple. Alors, je dis que, très sincèrement, tant que nous ne cherchons pas à quitter ce cercle vicieux qui consiste à construire aujourd'hui, ne serait-ce que très bien, mais à spéculer sur l'entretien routier et attendre que ces routes-là se dégradent pour intervenir maintenant dans la réparation. En ce moment, ce cercle vicieux-là va toujours nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que pour faire des bonnes routes, pour faire des routes, des nouvelles routes dignes de ce nom, il faudrait d'abord regarder derrière soi le passif, résoudre d'abord le passif. Tout le monde sait que le passif en termes de patrimoine routier en Guinée est un peu difficile à apprécier. Tellement il y a beaucoup de choses à reprendre. À ce niveau aussi, quand vous intervenez, que ce soit éventuellement dans les conditions normales, à faire l'entretien routier, ou même à faire cette réparation-là, il faudrait intervenir avec responsabilité. Alors, M. Konaté, vous parlez de spéculation. Cette spéculation dans le domaine routier est due à quoi en Guinée? Justement, je crois que les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Et premièrement, il faudrait qu'il y ait une politique gouvernementale extrêmement fiable, qu'il y ait un cadre, n'est-ce pas, de travail maîtrisé par tout le monde. Il faudrait éviter de voler à vue. Je le dis sincèrement, je l'ai répété plusieurs fois, c'est une réalité. Je crois qu'il y a tous les services techniques au niveau du département qui, grâce auxquels, je vais dire, nous pouvons effectivement vaincre toutes ces faiblesses-là. Vous savez, il y a une direction nationale chargée des infrastructures. Celle-ci s'occupe essentiellement des routes en rase campagne, c'est-à-dire des routes nationales, des routes du réseau routier, bref. Parce que le réseau routier est composé de routes nationales, de routes préfectorales. Non, pas du tout. Donc les routes urbaines, c'est autre chose. C'est différent. C'est différent. Quelle est donc la différence? Bon, je vais structurer un peu là, après je réponds à cette question. Et le réseau routier, c'est exactement les routes qui relient les préfectures entre elles, qu'on appelle routes nationales. Et puis, il y a les routes préfectorales et communautaires. Maintenant, la différence entre les routes, le réseau routier et les routes urbaines, c'est que dans la composante route nationale, il y a ce qui s'appelle voirie urbaine qui intervient. Qu'est-ce que c'est qu'une voirie urbaine? C'est que c'est l'ensemble de toutes les voies de communication publiques, bien sûr. Quand vous entendez voies de communication, c'est-à-dire qu'il y a la route, il y a les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire les égouts, je parle de façon académique, les réseaux d'assainissement, eau usée, eau pluviale, eau industrielle, etc. Il y a le réseau de téléphonie, vous savez, actuellement les lignes téléphoniques sont souterraines, les réseaux Internet. Si dans certains pays, vous avez le gaz, vous avez d'autres choses, c'est l'ensemble de tout ça là qu'on appelle voirie urbaine. Pourquoi cela? C'est que le domaine public qui s'appelle
communément la route à travers son emprise. Hein, c'est sur ce domaine public-là, tout ce que je suis en train de vous énumérer doivent passer. Tous ces éléments doivent passer à cet endroit-là. Donc, en faisant les routes à ce niveau-là, il faudrait tenir compte des autres composantes de la société, des autres domaines sociaux dans les villes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire la route comme si vous êtes en rase campagne, ou simplement il s'agit de faire les remblais, les déblais, etc. Cette fois-ci, il faut faire des réservations pour les caniveaux, il faut faire des réservations, enfin, caniveaux, non seulement pour l'évacuation des eaux, mais aussi pour l'assainissement des propriétés privées. Parce que je profite de cette question pour dire un mot sur ce qu'on appelle chez nous ici assainissement. En principe, l'assainissement, c'est cette solution technique qui permet, n'est-ce pas, par voie hydraulique, d'évacuer les eaux usées. Hein? L'assainissement n'est pas seulement le ramassage des ordures. Je dirais même que l'assainissement, ce n'est pas ça. Vous voulez parler de la salubrité. C'est ça, moi j'appelle ça la salubrité. Ok, on reviendra, permettez-moi de terminer. On reviendra à cette question tout à l'heure. Voilà. Quand on parle d'assainissement, on reviendra à cette question. Donc vous avez parlé de cette problématique. Donc, le réseau routier et les routes urbaines sont complètement différentes. Mais tous les deux là appartiennent au domaine des travaux publics. C'est les travaux publics qui interviennent là-bas. Donc, il y a effectivement un compartiment, ce que j'appelle direction nationale, réservé à la voirie urbaine, un autre réservé effectivement au réseau routier, mais dans sa composante route nationale. C'est là-bas qu'on appelle direction nationale des infrastructures. Il y a une autre composante toujours du réseau routier qui s'appelle route préfectorale et communautaire. N'est-ce pas? Là-bas aussi, il y a une direction. Hein? Ensuite, il y a la direction nationale de l'entretien routier, ce qui est extrêmement important. Il y a aussi le bureau de stratégie de développement. Il y a même d'autres choses qui ne sont pas des départements à part entière, que j'appelle l'inspection générale des travaux publics. Il y a le laboratoire central. Tous ces éléments-là doivent travailler en synergie. Ce n'est pas pour rien que stratégiquement, on a mis ces départements-là. Enfin, on a mis ces directions-là. Si, alors, chacune en ce qui la concerne par rapport à ces directions-là, si chacun fait bien son boulot, mais en rapport avec les autres directions, je pense qu'on peut former ce qu'on appelle une politique générale cohérente à travers laquelle chacun peut se retrouver. Parce que, regardez la dernière nomination des représentants des TP au niveau de nos préfectures qui viennent de se passer. Autrefois, on les appelait chefs de section. Mais essentiellement, leur travail, c'était l'entretien routier. Mais aujourd'hui, on les appelle les directeurs préfectoraux des travaux publics. C'est que au sein de chaque... C'est une amélioration. Oui, mais au sein de chaque direction, vous avez au moins 3 sections. C'est-à-dire, il y aura un chef section route préfectorale et communautaire, un chef section, n'est-ce pas, chargé de la voirie urbaine, et un autre chef section chargé, n'est-ce pas, de l'entretien routier. Dans les conditions normales, si tous ces éléments-là travaillent en harmonie avec le directeur préfectoral, ça peut aller. Mais, et regardez, pour que le directeur préfectoral-là fasse son travail avec tout ce qu'il faut, il faudrait qu'il y ait harmonie au sein des sections. Cela veut dire que, au niveau du ministère, les différentes directions aussi doivent travailler ensemble. Si ces directions-là ne travaillent pas en harmonie, à la base, ça ne peut pas aller. C'est ce qui peut permettre le travail dans l'harmonie, peut donner une bonne route. Si vous voulez, c'est l'élément basique. Pourquoi? Parce que je pense que même si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour gérer, si ça ne trouve pas, s'il n'a pas un plan de gestion efficient, je crois que l'argent sera dilapidé. Ce n'est pas seulement le seul élément. Le nerf de la guerre aussi doit être sauvé. C'est que je voudrais ajouter le fonds d'entretien routier. C'est que c'est ce fonds-là qui est chargé d'alimenter l'entretien routier, comme vous entendez son nom. Il faudrait que les sources de financement de cette direction aussi soient effectivement renforcées. Il faudrait que l'argent qu'on gagne pour ça soit utilisé à bon escient. Il ne faudrait pas que le fonds d'entretien routier s'érige en direction nationale d'entretien routier parallèle. Je pense qu'il y a tout un tas de stratégies à élaborer
Je crois qu'en peu de temps, je ne peux pas dire, mais déjà la volonté est là. Vous aurez le temps de donner des détails. Et dans un grand projet routier, M. Konaté, qu'est-ce que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État, doit faire s'il veut que les routes répondent aux normes internationales? Bon, je crois que tout ce qu'on est en train de dire là, ça résume ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment définir les grands principes. Mais au sein d'un grand projet routier, par exemple, il y a le représentant du maître d'ouvrage, c'est-à-dire, on l'appelle l'ingénieur homologue. C'est-à-dire que c'est un ingénieur des travaux publics vraiment attitré, qu'on affecte à ce projet et qui doit, à côté effectivement de l'entreprise, de l'entrepreneur chargé de faire les travaux, à côté d'un bureau de contrôle choisi pour effectivement diriger l'exécution des travaux, il y a une place réservée, n'est-ce pas, au représentant de l'État qui est un ingénieur des travaux publics. Dans ce cadre-là, il n'est pas membre du bureau de contrôle, mais il est vraiment le représentant de l'État. Mais il faudrait que cette représentation-là soit effective. Il ne faudrait pas que ce soit des façades. C'est pourquoi, dans ma réflexion, j'ai pensé que, entre autres préoccupations de ce haut cadre de l'État, il faudrait qu'il y ait quelques domaines de gestion à travers lesquels il doit suffisamment s'investir. Je peux les regrouper entre 4 à 5 domaines. D'abord, il y a ce que j'appelle la gestion d'intégration. C'est-à-dire que, parce que le cahier de charges est élaboré, tous les éléments qui ont été cités pour être exécutés, parce que c'est à travers ça qu'on aura une route correcte, la technique l'a prouvé, il faudrait qu'il veille à ce que, n'est-ce pas, tous ces éléments-là soient effectivement intégrés dans la réalisation du projet. Et ensuite, la gestion des risques. C'est-à-dire que chaque projet va avec ses risques. Il faudrait que les riverains soient protégés contre certains risques d'accidents, etc. Et vice-versa, il faudrait que l'entreprise travaille aussi dans les conditions de sécurité face à l'environnement, etc., etc. Il faudrait qu'il ait la vie, c'est-à-dire qu'il ait vraiment un regard jaloux envers ce qu'on appelle la gestion de la qualité des travaux. La façon par laquelle les travaux s'exécutent. Il faudrait qu'il ait vraiment un regard très jaloux par rapport à ça. Le contrôle de qualité. Ça, c'est 3. Quatrièmement, il faudrait qu'il ait ce que j'appelle la gestion de la communication. Vous savez, la gestion de la communication, c'est que tous les intervenants du projet, que ce soit la communauté riveraine, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'administration, il faudrait que le représentant de l'administration ait quand même un regard extrêmement clair pour que à temps chacun soit informé par rapport à son travail. Ce représentant doit être donc un technicien. Un technicien, bien sûr. Et enfin, parce qu'il y a 9 domaines de gestion, mais je préfère prendre 5. Enfin, il y a la gestion du délai. C'est-à-dire que le délai d'exécution. L'exécution, mais surtout les délais parcellaires. C'est-à-dire que les échéanciers, quand on dit que quand tel travaux sera exécuté à telle date, il faudrait tout faire pour que l'entreprise soit payée à temps. Parce que c'est une des conditionnalités pour que l'entreprise continue son travail. Il faudrait donc faire la gestion du délai. Il faudrait que son ministère soit informé à temps par rapport au niveau d'avancement des travaux. Il faudrait donc que le ministère ait un grand respect par rapport à son propre représentant. Parce que de toutes les façons, c'est la souveraineté. Il est censé être un suivi. Oui, il est censé être celui qui peut vraiment défendre son pays. Je crois que s'il a été choisi parmi tant d'autres ingénieurs, c'est pour des raisons effectivement approuvées, avérées qu'il peut faire quelque chose. Donc je crois que c'est un des éléments majeurs. Il faudrait aussi que, souvent pour certains grands projets, on dit que le ministère des Travaux publics s'appelle maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage principal, c'est souvent le ministère des Finances. C'est une bonne chose parce que c'est l'argent qui parle. Mais quand certaines décisions techniques, puisqu'il faut que chacun respecte son prochain à travers les prérogatives, quand il y a des décisions techniques qui sont importantes, il ne faudrait pas que le maître d'ouvrage principal, qui est cette fois-ci le donneur d'argent, minimise le ministère technique. Sinon, tout ce que nous avons là,
voyez, pourquoi je communique beaucoup, c'est pour mettre un peu, à un certain niveau appréciable, nos décideurs par rapport à certains jargons de notre domaine. Puisque si vous êtes obligé de prendre des décisions, il faudrait vous informer sur certaines notions. Sinon, c'est tout le pays que vous engagez. Et malheureusement, quand ça ne va pas, les responsabilités ne se situeront pas au niveau des finances. On va dire soit c'est les politiciens ou ce sont les techniciens qui Et tout à l'heure, M. Konaté, vous avez parlé du laboratoire d'analyse. Et dans un projet routier, quel est concrètement le rôle d'un laboratoire d'analyse? Alors là, vous êtes en train de parler de quelque chose. Je m'abstiens d'être trop technicien maintenant pour ne pas nier les téléspectateurs, mais c'est l'un des piliers majeurs de la construction routière. Et pendant l'avant-projet et pendant l'exécution. En fait, le laboratoire que nous appelons, que vous appelez laboratoire tout court, c'est le laboratoire géotechnique. C'est-à-dire, c'est un laboratoire qui permet de tester ou bien d'analyser tous les matériaux que nous devons mettre dans le projet. L'avant-projet qui a travaillé aussi avec le laboratoire, n'est-ce pas, à déterminer un certain nombre de matériaux qu'il faut, parce que leur résistance mécanique et leur comportement par rapport à telle ou telle agressivité prouvent qu'il faut ces matériaux-là. Et les matériaux-là, concrètement, c'est quoi? Bon, matériaux, ce sont les éléments constitutifs d'une structure infrastructurelle. C'est-à-dire, quand vous parlez de pont, les matériaux, c'est le ciment, c'est le sable, le gravier, bref, le béton, c'est etc. Généralement, pour la route, on peut parler par exemple de la terre. Vous savez. Maintenant, je vais vous raconter un peu quelque chose qui se passe et raison pour laquelle le laboratoire est important. C'est-à-dire que nous savons que la route est faite pour que les charges roulent sur le plan mécanique. C'est pour supporter des charges dynamiques. N'est-ce pas? C'est pour résister aussi à la nature et avec le temps. Un temps bien précis. Alors, rien que pour la résistance, quand vous prenez la route, je l'ai dit plusieurs fois, de façon verticale et de haut en bas, vous avez la couche de roulement. C'est sur ça que vous voyez souvent les véhicules rouler. Nous devons, en route, en travaux publics, nous travaillons avec ce qu'on appelle la pression. C'est que quand le poids est en contact avec une surface donnée, c'est ce rapport-là qui s'appelle la pression. Le poids divisé par la surface, c'est ce qui s'appelle la pression. Donc, la pression est toujours forte à la surface et relativement faible au fur et à mesure qu'on va en profondeur. Donc, le contact entre l'engin roulant et la terre. Et la route. La route. La couche de roulement à travers les pneumatiques. Alors, là-bas, il y a, par exemple, une contrainte qui se dégage qu'on appelle la contrainte, c'est-à-dire la pression verticale de laminage des pneumatiques. Là-bas, vous avez par exemple 3 contraintes. Vous avez l'effort de cisaillement, permettez-moi techniquement de parler. Vous avez l'effort normal, qu'on appelle contrainte normale, et l'effort tangentiel qu'on appelle la contrainte tangentielle. Tout ça là, c'est technique. Alors, la façon que ces différentes contraintes-là agissent sur la structure nous permettent, n'est-ce pas, de composer alors, notre route de façon en profondeur comme ça. Alors, il y a la couche de roulement. En bas de ça, il y a une petite couche qu'on appelle la couche d'imprégnation. Le liquide bitumineux que vous voyez souvent en épand sur le sol compacté. Les deux, la réunis, couche d'imprégnation plus la couche de roulement, souvent en béton bitumineux, l'ensemble là forme ce qu'on appelle chez nous les couches de structure, et les couches, les couches de surface. Ensuite, il y a en bas de ça ce qu'on appelle la couche de base et la couche de fondation. Les deux là réunis s'appellent les couches de structure. Mais la détermination des épaisseurs pour chacune de ces couches-là, y compris le béton bitumineux, obéit effectivement à, n'est-ce pas, à une vérification de la capacité de supporter les charges dynamiques et les charges liées à l'environnement qui s'imposent sur ces sols-là. Donc c'est toute une procédure. Tout un processus. Ensuite, il y a le terrassement. Ça, c'est encore d'autres couches de la terre. Mais quand vous prenez les couches de structure, vous ajoutez aux couches
de surface, l'ensemble là, c'est ce que nous appelons la chaussée, de façon verticale. N'est-ce pas? Ensuite, maintenant, il y a le terrassement et il y a le sol d'assises. Maintenant, pour pouvoir résoudre les contraintes qui s'imposent à ces sols-là, à ces différents matériaux, pas seulement le sol, il faudrait donc faire intervenir, n'est-ce pas, un domaine qui permet de tester les matériaux du point de vue mécanique. Justement, le laboratoire est là. Vous avez parmi les essais que nous faisons, la limite d'Atterberg. C'est-à-dire que c'est pour déterminer l'indice de liquidité d'un corps, c'est-à-dire d'un sol. Vous savez, on dit que souvent, la route, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. C'est qu'une terre que vous voyez, c'est des matériaux généralement incohérents, comme le gravier, etc. Il faudrait voir avec les intempéries, le temps, et la chale qui roule, quel sera le comportement de ce sol-là par rapport effectivement à l'eau, surtout la pluie. Il faudrait faire aussi ce qu'on appelle l'essai Los Angeles. L'essai Los Angeles, généralement, ça c'est pour les matériaux granulaires, comme le granit qu'on utilise pour les bétons, etc., etc. Ça permet de déterminer la résistance à l'écrasement des sols. Par exemple, pour le granit, qui est une roche magmatique, sa résistance à l'écrasement, par exemple, varie entre 1 à 14 kg par centimètre carré. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi l'essai microdéval. Ça, c'est pour déterminer la résistance à l'usure. Il y a des essais Marshall, il y a des essais Proctor, il y a l'indice portant californien qu'on appelle CBR, il y a l'équivalent des sables. Bref, il y a tout un tas d'essais que nous faisons, grâce auxquels nous pouvons dire que ce sol-là, autrement dit, cette infrastructure routière-là peut résister par rapport au temps et ça peut défier même la nature. Donc, le laboratoire est extrêmement important. Même le ciment que nous voyons là. Vous avez vu, vous entendez par exemple CPA, CPJ. CPA, c'est ciment Portland artificiel. CPJ, ciment Portland composé. Dans ciment Portland artificiel, par exemple, vous avez jusqu'à 85 à 95% de clinker. Le reste, c'est des additifs. Quand vous prenez le CPJ, qu'on appelle actuellement CM2, vous avez par exemple 65% de clinker et le reste, ce sont des additifs, c'est-à-dire les retardateurs de prise ou bien les accélérateurs de prise ou bien certains produits chimiques qui permettent de répondre à l'agressivité de la mer. Par entre les deux, quelle est la qualité la mieux indiquée pour... C'est CPJ. CPJ. Oui. Alors, Monsieur Konaté... Donc c'est très important le laboratoire. Je crois que je suis en face, la majorité, ce sont des gens qui ne sont pas techniciens, donc je ne voudrais pas trop m'aventurer dans... Parce qu'il y a toute une analyse autour de la construction, n'est-ce pas, d'une route, ce que vous avez donné des détails techniquement expliqués ici. Contrairement aux apparences, oui. Les gens pensent que c'est pour envoyer seulement la terre. Attention, il y a trop de calculs dedans. C'est pourquoi il faudrait faire le choix entre technicien et technicien. Ok. Monsieur Konaté, comment analysez-vous la présence des dos d'âne hors normes un peu partout à Conakry et même sur les routes de l'intérieur du pays? Bon, hors normes ou normes, le dos d'âne n'est pas... C'est une technique répressive contre l'indiscipline sur la route. Vous avez, par exemple, en fonction des catégories de routes, vous avez par exemple les routes, chaque catégorie de route a sa vitesse de base, autrement dit sa vitesse, même sa vitesse limite. Par exemple, dans les centres urbains et là où il y a une forte concentration d'habitation, qu'on appelle les bassins d'habitation, on dit par exemple zone 30. Ça veut dire que la vitesse limite c'est 30 km à l'heure. Quand les gens ne respectent pas ça, mais le seul moyen qui reste pour ne pas que nos enfants soient écrasés, c'est de faire le dos d'âne. Hélas, je pense que le pouvoir public quand même ne doit pas laisser les populations se faire elles-mêmes la justice en érigeant les dos d'âne n'importe comment. Je crois que ce que je suis en train de faire là, en essayant, entre autres stratégies, de sensibiliser davantage la population, je crois que toute décision qui tombera sera acceptée. Parce que quand je prends l'exemple, par exemple, à la France, c'est en 1972, par exemple, il y a eu à la seule année 260 000 cas d'accidents.
au cours desquels il y a eu plus de 16 000 morts. Je vous l'ai dit, les chiffres existent. Alors, ça a tellement choqué l'opinion publique que c'est devenu une cause politique. Autrement dit, les politiques ont repris, n'est-ce pas, ce problème. Parce qu'un bon politicien, c'est celui qui répond aux préoccupations de la population. Donc, puisque la population elle-même a refusé l'insécurité routière, eh bien, toutes les politiques, même contraignantes, que l'État a pu prendre, n'est-ce pas, toutes ces politiques-là ont pu être acceptées par la population. Je crois que tant que nos populations n'acceptent pas, ne luttent pas, c'est-à-dire ne refusent pas l'insécurité routière, parce qu'il s'agit de ça précisément, tant que notre population ne considère pas que tous nos problèmes, l'étouffement qu'on a sur nos routes aujourd'hui, résulte entre autres de son comportement vers ces infrastructures, tant que nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de notre nocivité par rapport à ce que nous-mêmes nous payons de notre poche, je crois que tout ce qui sera fait en amont, au niveau des dirigeants, ça ne peut pas aller. Et l'on constate que des douanes endommagent souvent les véhicules en cassant par exemple les pots d'échappement. Et pourquoi ne pas utiliser le système des bandes glissantes visibles à distance? Vous voulez dire le ralentisseur de vitesse? C'est ça. Oui, maintenant, attention, sur la route, il y a 3 types de signalisation. Tout ce que vous voyez comme coloration sur la route à travers les peintures, c'est ça qu'on appelle la signalisation horizontale. Maintenant, vous avez même les passages cloutés. Vous avez vu par rapport à la longueur de la route, vous avez des bandes parallèles. Par exemple, il peut faire une largeur de 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres. Ça dépend de la capacité de passage. C'est-à-dire des lieux réservés pour les piétons. Vous avez, par exemple, sur l'axe de la route, des bandes qui sont des fois interrompues, des fois continues, qui veulent dire qu'à ce niveau-là, le véhicule qui est devant peut être dépassé par celui qui le suit, parce que la visibilité est là, parce que éventuellement, sauf s'il ne voit pas un véhicule venir dans l'autre sens. Toutes les peintures que vous voyez sur la route, c'est ça qui s'appelle signalisation horizontale. Vous comprenez? Parce que c'est horizontal, c'est trouve sur la route. Toutes les signalisations qui sont verticales sur les panneaux là, on les appelle la signalisation verticale. La signalisation lumineuse maintenant, c'est souvent au niveau des carrefours, quand l'électricité permet, quand vous voyez le feu tricolore, quand vous voyez sur les véhicules, il y a les clignotants, etc. Donc, au niveau des douanes, on appelle douane ralentisseur de vitesse. Maintenant, la façon de le construire maintenant, là, ça doit obéir à quelque chose qui ne doit pas créer d'autres accidents. Parce que quand vous venez buter contre ça, surtout que rien ne signale, je crois que ça faut... Sinon, il y a des panneaux aussi pour les douanes. Il y a pour les ralentisseurs de vitesse. Ok. Qu'est-ce qui fait la particularité de la route à telle enseigne que sa rentabilité et sa garantie constituent une équation qui n'a toujours pas trouvé de solution en Guinée? Bon, je pense qu'avec tous les efforts des uns et des autres, ça trouvera un jour la solution en Guinée. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que, en fait, en réalité, la route, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, n'est pas encore sortie du sein de sa mère, à savoir la nature. La route est toujours tributaire des aléas de la nature. De sorte que, avec le laboratoire que je viens de vous parler, avec la topographie, avec la bonne gestion, avec la stratégie qui consiste que, logiquement, une route qui est construite, c'est déjà une prévision technique qu'on doit l'entretenir, comme un véhicule même qui sort de l'usine. Tout ça là, quand vous faites très bien, il n'y a pas de problème que cette préoccupation de toujours reprendre ce qu'on construit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vaincre ça. Je crois que donc, c'est toute une question de réflexion. Et je demande à nos autorités que quand on fait de la politique, sans tenir compte de la technique, en tout cas dans le domaine de la demande infrastructurelle, pour les infrastructures de bâtiments, de routes, etc., la politique risque d'être stérile. Quand un technicien aussi évolue sans s'appuyer sur les politiciens, à savoir avoir des soutiens politiques pour pouvoir défendre quand même des bonnes réflexions techniques, je crois que tous ces efforts sont des efforts vains. Je crois qu'on doit se donner la main. Tout ce que je fais, je m'adresse au premier Guinéen, à savoir le président Alpha Condé, pour qu'il ait un regard vraiment attentif
sur tout ce que les bons techniciens disent pour le bonheur de ce pays-là. Et techniquement, qu'est-ce qui fait que la route reliant le pont du 8 novembre à l'hôpital d'Onka, malgré les lourdes charges et sa date d'exécution très reculée, qu'est-ce qui fait que cette route-là vraiment résiste aujourd'hui? Je crois que vous voulez parler précisément de la période, parce que 8 novembre, je crois que la nouvelle version là, c'est fait il n'y a pas longtemps. Mais à partir de période jusqu'à... donc effectivement, c'est une chaussée rigide. Vous savez, il y a deux types de chaussées. Il y a la chaussée rigide et il y a la chaussée souple. Goudron, etc. Tout ce qu'on a, ce sont des chaussées souples, ça. Mais chaussée rigide, c'est que, après avoir fait le terrassement, on peut éventuellement faire la couche de fondation. Mais la couche de base, on n'en a pas besoin parce que la structure de la dalle supporte déjà toutes les charges. Souvent là-bas, les épaisseurs varient entre 15 à 45 cm. Bien entendu, c'est du béton armé. Donc, c'est à cause de la résistance de la dalle que, effectivement, toutes les pressions que je parle là, les charges là, les contraintes là, sont absorbées rien qu'à la surface. Mais on ne peut pas faire ça toujours parce que ça demande beaucoup d'argent. Ensuite, une fois que vous terminez ça, tel que nous faisons là, nous avons fait la route, mais nous n'avons pas prévu, comme j'ai dit, la voirie. Nous n'avons pas prévu, n'est-ce pas, une réservation pour le passage de l'adduction d'eau, pour l'électricité, pour l'Internet, etc., même pour l'assainissement. Quand vous n'avez pas prévu tout ça là, ce ne sera pas possible et vraiment possible de venir casser encore la dalle là pour dire qu'à chaque moment, ce qu'on n'avait pas tenu compte, on va faire. C'est le seul bémol avec ce type de route là. Et qu'est-ce qui fait que la route Dabola-Kouroussa tarde encore à être réparée à l'image des tronçons Mamou-Dabola et Mamou-Farana? Bon, je ne suis pas dans le secret du département, mais ce que je crois, c'est que déjà avec la route Mamou-Dabola et Dabola-Farana, du moins Mamou-Dabola et Mamou-Farana, l'intitulé qui veut dire semi-réhabilitation, déjà ce qui s'est fait là-bas. Avant, pourquoi la route n'avait pas marché? C'est qu'il y avait des problèmes majeurs. La couche de roulement, qui était en enduit superficiel, pas en béton bituminé dans le vrai sens, ne pouvait pas durer plus de 5 ans. Mais on a continué comme ça à réparer, ça n'a pas tenu. Les couches sous-jacentes, à commencer par la couche de base, le matériau qui est là-bas ne tient pas. Maintenant, on utilise des concassés, des graves bitumes, même pour certains cas, comme au niveau de 8 novembre, pour arrêter l'infiltration d'eau. Ainsi de suite. On n'a pas utilisé tout ça là. Alors, mais les endroits qui sont gâtés, on essaie de les réparer. Ça veut dire que les endroits qu'on n'a pas touchés, parce que c'est semi-réhabilitation, les endroits qu'on n'a pas touchés risquent encore de poser les mêmes problèmes. Donc, je crois qu'à un certain niveau, certainement le ministère a vu que pour traiter maintenant le tronçon Dabola-Kouroussa, il faut le faire avec tout le sérieux nécessaire, non pas en semi-réhabilitation, certainement en réhabilitation ou en reconstruction. Je crois que c'est ce qui fait que, pour le moment, nous continuons encore à végéter dans la dégradation poussée en attendant que, certainement, et l'argent et la stratégie soient vraiment bien propres. Et M. Konaté, en quoi l'assainissement de la ville de Conakry contribue-t-il à remédier à la dégradation des routes? Vous savez, au départ, tout cela, j'ai parlé de cela, je disais que l'assainissement de la ville de Conakry, tel qu'on le définit, à mon avis, n'est pas tel qu'il faut. On doit parler plutôt de la salubrité de Conakry, c'est-à-dire l'art de rendre Conakry propre. Mais l'assainissement, techniquement, dans le langage de nous les techniciens, ça veut dire qu'il s'agit effectivement, techniquement et par voie hydraulique, n'est-ce pas, d'évacuer les déchets liquides, à savoir les eaux usées, qui sont de 2 catégories, même 3 catégories, à savoir eaux usées, qu'on appelle eau vanne ou eau noire, qui proviennent des WC. Vous avez les eaux ménagères qu'on appelle aussi eau grise, qui proviennent effectivement, n'est-ce pas, des cuisines, des buanderies et des salles de bain. Ensuite, les eaux pluviales. Et enfin, et éventuellement, les eaux industrielles. Ces eaux-là sont envoyées vers un égout public qui assure son transfert vers une station d'épuration.
laquelle traite effectivement ces eaux usées pour ne pas que ça constitue, n'est-ce pas, un danger pour l'hygiène publique, et on l'évacue à travers un exitoire. Hein? Donc, je crois qu'il y a tout un tas de stratégies pour ça, parce qu'il y a plusieurs types d'égouts. Il y a les égouts unitaires, il y a les égouts séparatifs et il y a les égouts uniques. Je crois que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu de raconter tout ça, de rentrer dans les détails. Mais je crois qu'il faut un traitement spécial pour les déchets liquides. Ça, c'est par exemple le caniveau. Hein? Il y a un traitement spécial qu'il faut réserver aussi aux déchets solides. Je crois que tant que, au niveau des déchets solides, tant que en amont ou en aval maintenant, on ne construit pas une station de traitement des eaux, et du moins même des eaux usées, hein, mais une station aussi de traitement, n'est-ce pas, des déchets là, hein, qu'on peut transformer en d'autres énergies. Tant qu'on ne fait pas ça, je crois que le dépotoir sera toujours débordé, et finalement, ça sera une gêne pour tout le monde. Monsieur Konaté, on est pratiquement à la fin de cette émission. Mais avec les fêtes de fin d'année, quelles sont, à votre avis, les dispositions à prendre pour éviter les accidents de circulation à Conakry pratiquement? Bon, je dis très sincèrement que, comme je l'avais dit plus haut, qu'il faudrait que la population elle-même refuse d'abord l'insécurité routière. Qu'on se dise que non, nous ne voulons pas maintenant être victimes de la route, comme c'est toujours le cas, entre 300 à 600 morts chaque année dans notre pays. Hein, ça passe inaperçu, mais c'est ça la vérité, parce qu'on ne communique pas suffisamment là-dessus, ou bien les gens, la conscience collective ne s'est pas encore intéressée. Mais il faudrait donner beaucoup de force, y compris la formation, à ceux-là qu'on a commis à cette sécurité-là, à savoir la police routière et la gendarmerie routière. Vous comprenez? Il faudrait donc que d'autres intervenants, à savoir les communes, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et même l'éducation, chacun en ce qui le concerne, a un rôle à jouer. Surtout la gestion des marchés. Il faudrait que nous gérions notre marché de sorte que le reflux ne gêne pas les usagers sur la route. Parce que vous savez, pour qu'il y ait insécurité routière, il faut qu'il y ait une mentalité dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a la banalisation de la route, la banalisation de ce que j'appelle la culture de l'automobilisme. C'est-à-dire que les gens croient que la route, c'est fait pour tout le monde, il n'y a pas de principe. Or, la route est faite pour ce que nous appelons les usagers, qui sont les piétons, qui sont les conducteurs d'engins, de véhicules, que ce soit motorisés ou non motorisés, et non pour les marchands et autres choses. Et même les mototaxis là qui garent souvent, même sur la chaussée. La chaussée est réservée pour la circulation, rien que pour la circulation. Il faudrait donc trouver des couloirs pour eux, des aires de stationnement. Je crois qu'il faut responsabiliser à travers les moyens qu'il faut, la police routière, la gendarmerie routière, et les former conséquemment. Et il faudrait qu'il y ait des décisions politiques effectivement soutenues. Sinon, tout ce que nous faisons après un accident malheureux, c'est de l'événementiel et ça ne rime à rien. Alors, Monsieur Konaté, on est pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vraiment un appel citoyen, un appel patriotique envers surtout nos décideurs. Pour que nous qui parlons là, nous sommes aussi des citoyens. Nous savons que ce que nous faisons, c'est bon pour le pays. Je suis extrêmement encouragé par beaucoup de personnes. Je les remercie ici sur le haut de votre plateau. Mais les décisions consentent que ce que nous disons a sa répercussion dans la vie de la société. Puisque je crois que, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas être président à la fois, tout le monde ne peut pas être ministre à la fois, tout le monde ne peut pas être directeur à la fois. Mais tout le monde peut être contributeur pour le bonheur de son pays à la fois. Que Dieu protège la Guinée. Merci, Monsieur Konaté. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. L'émission qui vous parvient tous les jeudis quand il est 21h. On a reçu aujourd'hui Monsieur Konaté Balamoussa sur ce plateau. Il est ingénieur en pont et chaussée. Et je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir dans le cadre de la réalisation de cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro.